Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et je reçois Geneviève Ferraune-Creuset. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir. Bienvenue. Vous êtes cofondatrice associée de Profil. C'est un cabinet de conseil en stratégie et en philanthropie. Le sens du mot impact, c'est souvent la première question que je pose dans le grand entretien. Quel sens vous lui donnez et surtout comment vous l'appliquez au quotidien? Alors, le sens du mot. Alors, le mot impact, déjà, en français, c'est quelque chose, on a du mal à se l'approprier. Alors, avoir un impact, c'est un impact dans 5 minutes. Donc, c'est tout simplement quand un objet ou une cause rencontre une surface où, on va dire, une surface d'échange dans laquelle il y a quelque chose qui se produit. Et ce qui va se produire, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? C'est ça, il faut rajouter positif ou négatif pour que ça prenne du sens. Donc voilà, c'est pas quand on pense à impact, bien sûr, on est animé pour le meilleur, donc on se dit que ça va être un impact positif, mais parfois, et très souvent, c'est le contact en fait de deux flux, de deux forces, de des intentions sur une cause, un sujet, et on cherche à marquer, à laisser une trace. En fait, la notion d'impact aussi, c'est que derrière, il reste quelque chose qui est une empreinte. Donc, c'est la question de la durée, c'est la question de l'intention. Donc, avoir un impact, finalement, c'est aussi, si je puis dire, un mot qui est devenu valise. Oui, bien sûr. Donc, il peut cacher tant de réalités. Il peut cacher beaucoup de réalités. Bon. Alors, on peut se dire... vous, par exemple, on va prendre l'exemple de Profil. Donc, cabinet de conseil, en stratégie et en philanthropie. Je reviendrai évidemment sur le mot philanthropie. Mais vos clients, ils vous disent « je veux transformer mon impact négatif en impact positif, je veux... » Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Déjà, connaître mon impact. Oui, alors, dans le cas de Profil, alors on a un cabinet de conseil en stratégie, on va dire, qui permet à des entrepreneurs qui, effectivement, dans un cadre restreint, mais s'ils sont à la tête de leur entreprise, avec la possibilité de la faire évoluer, et je dis bien que ça commence par la gouvernance de l'entreprise, comme vous dites. C'est déjà cette prise de conscience que le modèle, on va dire, est brun. On dit brun au sens, mais on vit dans une économie brune, c'est-à-dire dominée par les énergies fossiles. Donc ça, c'est la vice-présidente du Chiffre Project qui parle, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est illusoire d'imaginer qu'à son échelle, on va pouvoir renverser la table. Donc c'est que déjà, ça commence par une prise de conscience. Et ce qu'on peut faire de mieux, on peut faire de mieux dans son modèle économique classique. Comme par exemple, je suis hôtelier, je gère une foncière hôtelière, pour reprendre l'exemple précédent. Je peux effectivement mieux gérer mes flux de chaleur, mieux traiter mes collaborateurs, etc. Donc je peux déjà faire quelque chose. En fait, tout le monde peut faire quelque chose. Et puis après, il y a des marges qui sont beaucoup plus importantes et qui dépendent en fait de la capacité de vivre dans un écosystème ou dans une chaîne de valeur ou dans un pays où les réglementations vont vous permettre de décupler l'impact. Donc ça, c'est l'impact dans vos modèles économiques. Et après, vous avez aussi la possibilité, dans une voie philanthropique, de décupler aussi votre impact. Et la voie philanthropique, elle est extrêmement intéressante parce qu'il faut dépoussiérer cette idée des bonnes œuvres, de quelque chose que l'on fait par rédemption ou tout simplement par ennui profond. Voilà. Et la voie philanthropique, ça peut arriver. Oui. Mais la voie philanthropique, elle est extrêmement intéressante quand le modèle économique ne permet pas, pour des raisons que je viens de citer. On se dit, mais finalement, la philanthropie devient un laboratoire d'innovation qui permet aussi de regrouper des acteurs et d'avoir un impact qui ne va pas être justement soumis, ça va peut-être vous faire sourire, à des mesures d'impact économique habituelles. On se dit, on ne sait pas, on expérimente, cette cause-là, ces personnes-là ont besoin de quelque chose. L'essentiel, c'est d'y aller. Et souvent, les actions philanthropiques menées par des fondations, des fonds de dotation ou des associations ont cette liberté d'engagement. Oui, ça peut être aussi l'idée d'aider une entreprise, une start-up, en se disant le modèle, en termes d'impact positif, il est très bon, mais ça va peut-être prendre beaucoup de temps avant qu'il y ait de la rentabilité. Donc, on ne demande pas forcément tout de suite de la rentabilité. Voilà, ça peut être, c'est ça, c'est des modèles de venture philanthropie, comme on dit ça en anglais, venture philanthropie, c'est-à-dire qu'on va amorcer quelque chose avec des fonds qui sont effectivement qui échappent à une consolidation purement économique ou qui sont fléchés dans un bilan traditionnel, un P&L traditionnel. Voilà, donc en fait, nous, Profil, on fait les deux, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire évoluer des entrepreneurs dans leur modèle économique classique. Parfois, certains sont avancés, ils veulent aller plus loin. Et on va construire des stratégies pour les aider à mieux piloter leur entreprise, mieux piloter leur modèle économique, mieux bifurquer, et puis surtout, examiner toutes les options qu'ils ont. Parce qu'au fond, quand on commence à réfléchir à ces sujets, on a beaucoup d'options.
Et c'est ça qui est très excitant. Alors, vous avez écrit plusieurs livres. Il y en a un qui date de 2015, Le crépuscule fossile, qui a marqué, je pense, une sorte de tournant dans vos réflexions. Pourquoi ? Oui, le crépuscule fossile, ça devient un petit peu une ombre. L'ombre s'allonge. Disons que moi, je suis tombée dans la marmite des sujets climatiques en 92, au sommet de la Terre de Rio en 92. C'est là qu'ont été signées justement les conventions sur les changements climatiques dont toutes les COP ont découlé. Donc, la COP à Belém vient de s'achever en Haute-Boudin. Et la COP qui a été la plus emblématique, c'est précisément la COP 21 en 2015. À Paris. Et tout le monde disait que ça allait être historique, etc. Et quand j'ai écrit Le crépuscule fossile, j'avais cette idée selon laquelle il fallait vraiment que ce soit historique parce que c'était la dernière chance. Tout simplement parce que le climat, pour les 20 prochaines années, on l'a fait. Il est déjà au-dessus de notre tête. Il y a une inertie des gaz à effet de serre qui est extrêmement forte. Donc maintenant, on se bat pour le climat, on va dire, à partir de 2050, en fait. Il faut dire les choses, on se bat plutôt pour la deuxième partie du siècle. Et quand on voit les forces de rappel pour tenir à la rente fossile qui sont extrêmement fortes, et à l'époque, il n'y avait pas encore Trump 1 ou Trump 2, et je me disais, on va plutôt... Vous étiez plus optimiste à l'époque ? J'étais plus optimiste et je me disais que ça allait être quand même extrêmement dur parce que on rentrait... avant, on ne nous calculait pas, pour faire court. Vous êtes gentil, sympathique, c'est très bien, chouette, bon, continuez. Puis là, d'un seul coup, on rentrait dans la stratégie des entreprises et des modèles économiques. Et là, il faut vraiment faire des efforts. Donc, chacun va effectivement prendre sa part. Et c'est là la question de l'impact négatif ou positif, elle se pose. Donc, le crépuscule fossile, ça voulait simplement dire qu'il fallait que ça s'arrête, que cette ère des fossiles s'achève, mais qu'elle allait être flamboyante dans sa résistance. Ça, vous l'avez effectivement bien anticipé et on l'a vu à l'œuvre, notamment à la COP30 de Belém, puisque l'engagement à sortir des fossiles n'a même pas été écrit dans la résolution finale. Alors effectivement, vous êtes passé par la RSE, puisque vous avez dirigé la RSE chez Veolia Environnement et puis chez Eiffage. Et alors, j'ai retrouvé cette citation qui date de 2019. Elle est un peu ancienne, mais vous dites « Le concept de RSE est formidable, ce qu'on en a fait est déplorable ». Peut-être pour ça que vous avez décidé de ne plus être directrice RSE chez les uns ou les autres. Mais est-ce que vous le pensez toujours aujourd'hui ? Oui, je vais pas le renier. Je pense que la RSE, au départ, c'était une interrogation vraiment formidable. C'est l'interrogation qui est des grands pouvoirs. Les entreprises ont de grands pouvoirs. Bien sûr. Et bien, quand on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Spider-Man. C'est l'oncle de Peter Parker. Bon, à mon avis, Voltaire l'avait dit avant et Lao Tzu aussi. Mais c'est de dire, de grands pouvoirs, et il faut comprendre que les entreprises, elles avancent. Et il n'y a pas de contre-pouvoir vraiment fort. Elles peuvent être dans des pays où il y a un état de droit inexistant, ou en tous les cas des éléments qui favorisent un commerce gris, ou en tous les cas des actions peu recommandables. Mais la question de la responsabilité des entreprises, on peut dire qu'en France, on est corseté par des réglementations, elles se posent moins. Non, pas vraiment. C'est vraiment en conscience, c'est quelle place j'occupe dans la société et dans un siècle qui est quand même très particulier. Donc la RSE, elle venait interroger et constituer une forme de contre-pouvoir, mais aussi d'interrogation. Qu'est-ce que vous faites de vos super-pouvoirs pour, dans ce siècle qui est celui de la bataille environnementale et du climat, pour vous inscrire dans une trajectoire de responsabilité et de soutenabilité. Pourquoi ce qu'on en a fait est déplorable ? Bon, c'est déplorable parce qu'on l'a complètement métabolisé, phagocyté, et on en a fait... Parfois un cache-misère. Oui, maintenant il y a prescription, mais je me souviens très bien d'une discussion que j'avais avec un ancien président, celui qui a créé le MEDEF, d'ailleurs, avant ça s'appelait le CNPF, non ? CNPF, voilà. Ouais. Et donc, j'avais créé une agence de notation extra-financière, il ne savait pas trop ce que c'était, il m'avait invité, très très cordial. Il avait parfaitement compris. Il m'a dit, donc en fait, vous voulez des informations extra-financières pour permettre aux entreprises d'avoir des trajectoires de responsabilité sur des sujets sociaux, environnementaux, etc. Il dit d'accord. Et il m'a dit, vous savez quoi, Geneviève, c'est formidable, on va vous avaler et on va vous recracher. Et en fait, il a été très sincère et je le remercie pour sa franchise parce qu'au fond, le capitalisme a une plasticité extraordinaire qui fait qu'il se nourrit de tous les anticorps
qui viennent le renforcer. Et à la fin, les plus belles idées, les plus belles initiatives, ça devient quelque chose d'assez mou, ou alors rattrapé par la norme. Et c'est ce qui est arrivé à la RSE. C'est devenu une démarche normative complètement roborative, déconnectée. Alors, pas partout, là, je suis dans la caricature. Oui, parce que ça a quand même permis un certain nombre de projets, d'engagements, de changement de trajectoire dans les entreprises. Si je me retourne, je me dis, c'est formidable, mais au fond, la RSE devrait être rattachée à des fonctions régaliennes dans l'entreprise. Et donc, elle ne devrait même plus exister. Ça devrait être la direction financière, la direction stratégique. Voilà, la RSE, ça devrait être dans la direction financière et stratégique. Ouais. Ça, et là, on est sérieux. Alors, il y a cette idée de post-croissance. Vous posez la question de ce concept comme un horizon possible. Alors déjà, est-ce qu'on peut définir ce qu'est la post-croissance ? Oui, c'est la croissance demain. Ouais. C'est-à-dire que demain, il y aura de la croissance. De quoi sera-t-elle faite ? Et quand on a voulu, donc cette étude qu'on a produite, on a voulu éviter 2 pensées magiques. Donc c'est agnostique. On s'est dit, bon, il y aura de la croissance demain, on va regarder, compte tenu de toutes les contraintes, comme je viens d'expliquer, à l'horizon de 20 ans, 30 ans. Donc la première pensée magique, c'est la croissance verte va nous sauver. Formidable. Donc ça, c'est la croissance verte. Donc c'est une pensée magique qui est très assise sur la foi dans les technologies. Ouais. Et j'utilise les mots un peu me sauver foi volontairement, parce qu'il y a aussi derrière une volonté, enfin pas une volonté, mais en tous les cas un souhait d'être mystifié. Une envie d'être mystifié. Alors, moi, je veux bien, la croissance verte, elle aurait pu effectivement, entre guillemets, nous sauver si en 92, on avait pris au pied de la lettre la Convention sur les changements climatiques et on s'était engagé dans la décarbonation massive, si on avait progressivement, si on était sorti des énergies fossiles, on serait dans une bien meilleure posture aujourd'hui et avec de la technologie. Alors moi, je ne suis absolument pas technophobe, au contraire, je trouve que c'est formidable. À condition quand même de mettre des moyens financiers sérieux dans ce qui représente quand même un enjeu civilisationnel au passage. Donc voilà. Ouais. Donc là, maintenant, je me dis, la technologie va nous sauver. De toute façon, c'est un petit peu tard et on voit ce que les plans pour concocter des choses qui devraient nous sauver, ça se relève de la géo-ingénierie. Donc on est vraiment des apprentis sorciers. Donc c'est modifier le climat. Ouais. En l'absence de toute gouvernance internationale, au moment où la gouvernance onusienne ou multilatérale s'effondre et probablement trustée par des intérêts privés. Alors là, on rentre dans quelque chose qui devient complètement délirant. Donc ça, c'est la première pensée magique. La deuxième pensée magique, c'est la décroissance va nous sauver. Alors la décroissance, c'est une autre pensée magique et celle-là, elle touche à l'intime. Elle a quelque chose d'extrêmement puissant. Parce que c'est quasiment un engagement politique, c'est un engagement éthique. Elle est très séduisante. Moi, je peux décider que je peux décroître et je décide de faire moins de choses. Voilà. Mais il y a déjà énormément de personnes qui vivent dans la décroissance. Donc, elle est déjà là, la décroissance. Et puis surtout, c'est se dire, pourquoi pas, mais ça demande un consensus politique vraiment extrêmement fort pour rediriger des flux de compétences, d'argent. Et la question surtout qui se pose, c'est on a été depuis 250 ans dopé à la croissance qui finance toutes nos architectures de redistribution. Donc, comment est-ce que toute la redistribution sociale va pouvoir fonctionner dans un monde où on va vraiment s'engager en décroissance, ce qu'il faudrait faire, ne serait-ce que pour ralentir les émissions de gaz à effet de serre. Donc, la post-croissance, et ça aussi, c'est une pensée magique. Alors, avec évidemment des accents révolutionnaires qui d'ailleurs sont puissants. Hein. Mais la post-croissance, elle va passer par une phase de décroissance tout simplement parce qu'il va falloir faire l'inventaire. La post-croissance, il y aura une croissance, mais elle va plutôt, essayons plutôt de travailler la rentabilité, une croissance stationnaire, en éliminant tout ce qui est superflu, à l'aune vraiment de critères. Voilà, c'est la question de l'impact. En y intégrant les limites planétaires. On intègre les limites planétaires, on intègre les fondations sociales, et on se dit, bon, alors, compte tenu de la situation, si on arrive déjà à vivre, entreprendre, travailler, investir dans un espace écologiquement sûr et socialement juste, ça sera déjà pas mal. C'est-à-dire, en fait, que tous les flux d'argent, les compétences, tous les capitaux sociaux, environnementaux devront être maintenus. Donc, on doit maintenir l'habitabilité de la Terre et, si possible, son hospitalité. Et à partir de là, ça va nous obliger à se poser des questions sur est-ce qu'on a besoin, par exemple, de produire autant de choses qui ne servent à rien dans la logique de conservation des capitaux sociaux environnementaux, même si ça nous fait très plaisir, et même si, comme on est quand même un bipède compulsif, et que par ailleurs, les réseaux sociaux n'arrêtent pas d'allonger la liste de nos désirs, eh bien voilà, la post-croissance, en fait, malheureusement, elle n'envoie pas beaucoup de rêves, parce que c'est se coltiner le réel, c'est un droit d'inventaire, et c'est une redirection très volontariste des capitaux vers le maintien
le maintien de nos communs environnementaux et si possible sociaux. Et je suis plus inquiète sur la partie sociale. Ouais. Et vous estimez que ce changement, il passe forcément par les actionnaires. C'est pour ça, j'imagine, que vous avez créé l'AG du futur. Oui. Alors, la prochaine, elle aura lieu le 5 février, 5 février évidemment 2026, oui. à Lyon, autour du sujet du textile. On va y revenir. Oui. Mais déjà, sur le concept, c'est quoi l'AG du futur ? Alors, l'AG du futur, c'était un peu une idée qu'on a eue chez Profil et que j'ai poussée en me disant, mais finalement, les actionnaires, ils ont une image parfois déplorable. Ils bénéficient d'une asymétrie parmi les parties prenantes. C'est-à-dire, on dit les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et les actionnaires. Ils bénéficient d'une asymétrie, ils sont détenteurs de parts et effectivement, ils peuvent peser dans l'orientation stratégique d'une entreprise. Je me dis, chouette, formidable. Puisqu'il y a un organe souverain qui s'appelle l'AG, l'Assemblée Générale, plutôt que d'en faire des chambres d'enregistrement complètement roboratives où il ne se passe strictement rien, eh bien, ces actionnaires, s'ils prenaient conscience du rôle majeur qu'ils ont dans l'économie pour rediriger les flux financiers vers de l'impact, voilà, eh bien, on vivrait dans un autre monde. Et donc, j'ai imaginé ce concept de l'AG du futur en disant, on va choisir une entreprise fictive, elle n'existe pas, c'est-à-dire ça permet beaucoup plus de liberté. Ouais. Elle convoque ses actionnaires un soir, qui sont les spectateurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on divise les actionnaires par collège pour qu'ils puissent tenir des légendes. Donc, vous dites, vous êtes un actionnaire salarié, vous êtes un actionnaire familial, vous êtes un actionnaire coté en bourse, un fonds d'investissement vraiment... Chacun joue son rôle, c'est ça ? Alors, on leur demande de tenir leur légende. Okay. On dit, voilà, tout ce que vous allez écouter, maintenant, vous allez écouter une assemblée générale d'actionnaires du futur, mais essayez de comprendre par rapport à la légende que vous avez essayé d'endosser. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de créer des réflexions où on sort aussi de son rôle, on sort de sa posture, on se met sur pause, on écoute. Donc, c'est un jeu de rôle un peu immersif. Donc, une entreprise fictive qui convoque ses actionnaires, qui appartiennent à différents collèges, et on construit l'arche narratif autour de résolutions, des résolutions essentielles pour la survie de l'entreprise. Et là, on dit, on a besoin de vous, voilà, là, on n'y arrive pas. Ah, évidemment, c'est très inspiré de Profil, de mon expérience, de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, il faut vraiment décider d'investir dans cette... en parlant du textile... oui, sur le textile. Sur le textile, il y a énormément de choses à dire. C'est absolument fabuleux. C'est un très bon thème d'actualité. Alors, donc cette entreprise fictive, elle va ressembler à Chine ou au slip français, quoi. Non, alors ni Chine ni le slip français. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en arrière-plan, on va aborder ces sujets. Là, à Lyon, ce qu'on va jouer, donc à l'INSA, c'est le campus de l'INSA à Lyon qui va nous accueillir le 5 février. C'est une entreprise dans le textile qui va être dans le B2B, comme on dit. Tout simplement parce que le B2C n'existe quasiment plus en France. Alors, le slip français, c'est très bien tous ceux qui se battent, 1083, le slip français, mais ça représente très peu. Par contre, là où il y a une possibilité de réinventer une vraie filière textile en France, c'est dans le recyclage de fils pour refaire des filatures. Mais ça suppose que le stock de tissus que l'on va utiliser, alors stock, on peut arrêter de fournir du textile. Là, l'entreprise, elle a une problématique qui est claire, c'est que les matières premières secondaires, tellement de textiles qu'on jette qui est produit, qu'on peut envisager de rebâtir une filature. Mais le problème, c'est que ces fils sont de très mauvaise qualité, parce que là, on revient sur Chine, c'est-à-dire qu'en fait, on est engorgé de textiles de vraiment mauvaise qualité, et donc refaire une matière première de qualité pour refaire de beaux tissus, c'est un solide, qui peuvent d'ailleurs partir dans différentes applications, avec des sièges de TGV, des panneaux d'isolation. Donc, voilà ce qu'on veut vraiment montrer, c'est qu'il est possible de réinventer une filière textile avec de l'économie circulaire, de la permacircularité, avec des enjeux technologiques importants, des enjeux territoriaux importants, des enjeux de manœuvre. Et alors là, on a énormément à dire. Et on espère vraiment que les actionnaires voteront les résolutions qu'on leur a concoctées. Et donc, on est dans un jeu de rôle, parce qu'il y a vraiment... J'emprunte complètement les codes d'une AG. Il y a un président, une présidente, on présente les résolutions. Mais comme on est un peu dans quelque chose de théâtralisé, on fait du hors-champ pour donner de la compréhension. Et à un moment donné, on vote. Et on verra si on a convaincu ou pas. Mais ça devrait être ça, une vraie assemblée générale d'actionnaires. Ça devrait ressembler à ça. Et ça, c'est pour un capitalisme un peu plus responsable et vivant. Ouais.
Alors, incarner. Il y a un exercice qui devient traditionnel dans cette émission. On demande à l'invité du grand entretien de poser une question à celui ou celle qui sera là la semaine prochaine. Alors, à votre place, la semaine dernière, Valérie Descamps, qui est la directrice générale du groupe Média Transport, donc les grands panneaux d'affichage dans nos villes, elle a en fait un conseil à vous demander. On l'écoute. Bonjour Geneviève. J'aimerais vous demander un conseil en réalité. Je dirige une entreprise qui est très contributive à l'intérêt général et à l'environnement. Et pour autant, on a beaucoup de mal à inciter les entreprises à favoriser justement leurs investissements dans des régies responsables versus des plateformes digitales qui le sont beaucoup moins. Alors, elle dit comment je peux convaincre un investisseur de venir chez moi en quelque sorte, alors qu'il a tendance à mettre son argent dans des plateformes digitales. Alors, elle touche du doigt la solitude de l'investisseur, du dirigeant, la dirigeante responsable. Le meilleur conseil que je pourrais le dire, c'est qu'il existe quand même des investisseurs responsables ou à impact. Donc, ils ne sont pas très nombreux, ils existent. Il y a aussi des collectifs d'investisseurs comme l'ITA qui sont justement orientés vers ce type de projet. Alors, ils ne sont pas nombreux, ils sont très sollicités, mais je pense que c'est un écosystème extrêmement vivant, ouvert. Donc, allez voir des investisseurs qu'on appelle investisseurs ESG ou une finance durable. Pas trop perdre de temps avec les autres, effectivement, parce qu'ils ont eux-mêmes des obligations de reporting qui fait que ce genre de business ne vont pas les intéresser. Mais il y a quand même, en France notamment, et j'en suis très heureuse, une finance à impact, alors qui ne pourra peut-être pas faire des miracles, mais au moins considérer avec intérêt le dossier. Profil, c'est une entreprise à mission. Oui. J'ai vu que EcoVadis, elle a intégré le statut d'entreprise à mission dans sa grille d'évaluation. Et comment vous prenez cette initiative? Vous vous dites enfin cette loi Pacte qui a fini par essaimer, peut-être pas suffisamment et chez suffisamment d'entreprises, elle est reconnue. Qu'est-ce que ça peut changer, le fait que le statut d'entreprise à mission rentre dans l'évaluation d'un label comme EcoVadis? En fait, je les comprends parce que EcoVadis, il gère finalement du reporting pour s'assurer que le risque fournisseur est contenu. Voilà, donc c'est un modèle intéressant. Les entreprises externalisent le risque de sélection des fournisseurs à EcoVadis qui fait des fiches de respectabilité, si je puis dire. Le fait d'être entreprise à mission veut dire une chose en fait très simple. C'est différent de la RSE. Ça veut dire que pour être entreprise à mission, c'est une décision qui a été arrêtée au niveau justement de la gouvernance de l'entreprise et votée en assemblée générale, parce que c'était la première AG du futur. La raison d'être est inscrite dans les statuts, il y a un certain nombre d'engagements, etc. Ça veut dire une chose, que c'est régalien. Ça veut dire que ce sujet a été porté par les actionnaires. On revient au AG du futur. C'est-à-dire que c'est pas un sujet, c'est pas de la RSE. Moi, quand je faisais de la RSE, l'Assemblée générale des actionnaires n'en avait rien à faire, et même pas le COMEX, à vrai dire. Mais bon, je suis un peu cruelle, mais c'est un peu le cas. Tandis que quand on devient entreprise à mission, c'est le conseil d'administration qui réfléchit, qui se pose une question existentielle, qui se met sur pause et qui se dit... À quoi on sert? Pourquoi on sert? Quelle est notre utilité? Et en plus, c'est une figure libre. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les mots contre trip, vous savez, pour montrer que vous êtes géniaux, etc. Et puis, il faut mieux les éviter, d'ailleurs, parce qu'il y a un moment où toutes les raisons d'être finissent par se ressembler. Exactement. Donc, il faut aller chercher dans son entreprise, dans l'histoire, dans les valeurs, ce qu'il y a de singulier, de puissant, qui va faire advenir effectivement une notion d'utilité. Vous avez parfaitement raison. C'est très proche de la notion d'utilité. Donc, on comprend que quand, au moins, ces entreprises ont décidé de se poser la question de leur raison d'être, de à quoi on sert, à quoi on va servir demain, qu'ils l'écrivent dans les statuts, eh ben, c'est une entreprise beaucoup moins risquée parce qu'on va dire le sujet a été purgé auprès des membres du conseil d'administration et des actionnaires. Donc, c'est une entreprise qui sait où elle va. Et une entreprise qui sait où elle va, ça n'empêche pas d'avoir des écarts, mais ça veut dire que avec les objectifs fixés, elle offre probablement plus de garanties à un tiers extérieur. Mais pour une entreprise qui, par exemple, s'engage dans une transformation de son modèle économique pour être moins carboné, etc., ça devient presque un engagement politique. Quand on fait du business aux États-Unis dirigé par un chef d'État qui dit aux Nations Unies que le changement climatique est l'arnaque du siècle, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui, lui, maintient le cap de la décarbonation, il fait de la politique.
d'une certaine façon. Oui, alors ça, c'est vraiment, c'est vraiment un étonnement très fort, parce que si j'avais su, en me lançant dans le sujet de la notation extra-FIC, etc., que ça allait devenir un sujet politique, on savait bien que c'était un sujet poil à gratter, mais on est quand même très loin de cette récupération politique. Mais en fait, il faut y voir, les États-Unis maintenant diabolisent, mais vraiment c'est le mot, diabolisent le climat et toutes les, on va dire, tous les sujets adjacents qui touchent la finance, la vie quotidienne ou la vie économique. Mais vraiment, ça va passer parce que le changement climatique, il va s'occuper de nous. Donc oui, on est dans un moment de l'histoire qui est complètement ubuesque. Je reconnais qu'il est ubuesque. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé voir. Mais derrière, quelque chose de plus grave qui se profile, c'est quand même l'effondrement de l'ordre de 45. Et donc, il y a de nouvelles alliances qui vont se créer. Et dans ces nouvelles alliances, la question du changement climatique, de l'accès aux ressources va être centrale. Et ça, c'est très nouveau. Merci beaucoup, Geneviève Ferron-Creuset, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables.